Donc ce panel va s'appeler du paiement sécurisé au paiement augmenté et j'appelle sur scène avec moi Claire Calmejane, Cyril Chiche, Aïe, Charles de Gastine et Paul Deleuze. Bon, merci à vous quatre d'être ici. Donc Claire Calmejane, vous êtes directrice de l'innovation Société Générale. Donc Cyril Chiche, cofondateur et CEO de Lydia. Charles de Gastine, cofondateur et CEO de Paylead. Et enfin Paul Deleuze, directeur général d'Orange Bank et directeur général adjoint d'Orange. Merci beaucoup d'être ici pour ce panel sur combien un gros sujet qui nous fait beaucoup parler, notamment d'ailleurs dans ma maison. Donc les paiements sécurisés donc au paiement augmenté. Alors effectivement, faire du paiement aujourd'hui, c'est super, c'est bien, j'imagine que vous allez tous me le dire. Mais voilà, faire du paiement augmenté, c'est peut-être encore mieux. Donc aujourd'hui, quelle est un petit peu la valeur ajoutée que chacun de vous peut-être apporter justement à ce paiement? Peut-être, allez, Cyril, comme j'ai un peu écorché votre nom, vous pouvez commencer. Merci Charlie. Ne t'inquiète, on se tutoie d'habitude, donc on va le faire là, on ne va pas faire semblant de se voyer. On m'a déjà appelé dans une conférence internationale. We welcome on stage Mr. Quiche. Donc bon, honnêtement, Chile, ça va encore, quoi. C'est moins bien que Chile, mais c'est mieux que Quiche, quoi. Encore moins bien que Chiche, mais bon, bref, on ne choisit pas, quoi. Pour le paiement non plus, on ne choisit pas, je crois qu'en tout cas, on a un sujet qui est un sujet prépondérant. Avant de l'augmenter, bien sûr, le paiement est une histoire de confiance, et donc la sécurité, c'est un prérequis absolu, et on ne fait pas d'innovation sans sécurité, puisque si on n'a pas la sécurité, finalement, ça n'existe pas. On peut avoir toute l'innovation du monde, on disparaît assez vite. Or, on essaye de construire quand même des solutions dans le temps long. En revanche, ce qui est vraiment ce qui a créé Lydia, c'est la facilité, la praticité, l'intuitivité, l'expérience utilisateur sur des sujets, évidemment, de P2P en premier, mais aussi de plus en plus en intégrant dans l'acte de paiement des outils comme des remises, qu'on appelle du cashback quand on veut être un peu anglophone. Mais nous, pour l'instant, ça va. Ou du paiement étalé, fractionné, ou pourquoi pas tout un tas d'autres services qui vont intervenir dans l'acte de paiement, à la fois pour le rendre plus simple, plus fluide, mais aussi, pourquoi pas, pour augmenter le panier de paiement. Merci. Peut-être Paul, vous voulez peut-être compléter, vous qui êtes limite en fait un des plus jeunes ici en termes de création. Alors, en termes de création, pour le reste, c'est moins évident. En tout cas, un des moins cheveux. Alors, nous, je souscris tout à fait ce qu'a dit Cyril. Hein, la question de la confiance, de la sécurité, c'est juste la base. C'est-à-dire si on ne l'a pas, on ne peut même pas espérer faire du paiement. Nous, la question qu'on s'est posée chez Orange, c'est on arrive dans un univers, la banque, les paiements, où on n'est pas les premiers, en tout cas en Europe. En Afrique, c'est un peu différent. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apporter que les autres n'ont pas? Qu'est-ce que le fait d'être un opérateur télécom, en quoi ça nous permet d'augmenter les paiements? Et alors, on l'a abordé de plusieurs manières. D'abord, un opérateur télécom, c'est assez fort pour vendre des solutions packagées avec des notions de contrôle dans la famille. Les parents peuvent contrôler l'usage que les enfants font du téléphone. Dans les entreprises, le chef d'entreprise peut contrôler ce qu'il met à disposition de ses collaborateurs. Mais on a voulu faire ça également dans les paiements. Donc, c'est une offre dans la famille où les parents peuvent contrôler l'usage des paiements des enfants, peuvent recevoir des demandes instantanées d'argent et puis alimenter le compte des enfants. Donc on a voulu reproduire le pack famille que vous avez, qui s'appelle Open dans les télécoms, on a voulu le reproduire dans la banque avec cette notion de contrôle familial. Et puis même chose dans les entreprises avec Anytime, qu'on a acquis dont le fondateur est là, où vous avez la possibilité pour le chef d'entreprise de mettre à sa disposition de ses collaborateurs des moyens de paiement qu'il va contrôler. Donc ça, c'est un premier élément, c'est reproduire un usage qu'on voit dans le telco, le reproduire dans la banque. Le deuxième moyen qu'on a d'augmenter le paiement, c'est grâce à la donnée. En fait, la donnée telco, moi je suis un banquier d'origine, je ne savais pas qu'elle était aussi riche, elle est très très riche. Or, le client, il s'attend qu'on lui donne des moyens de paiement avec un maximum de degrés d'autorisation. Mais ça suppose de le connaître. Or, nous, on ne le connaît pas, parce qu'on n'est pas banquier de ce client, mais on s'est aperçu que la donnée telco était souvent un proxy plutôt supérieur à la donnée bancaire pour être capable d'attribuer un moyen de paiement. Et je prends un exemple. En Roumanie, on a lancé un service de moyens de paiement. En Roumanie, je ne sais pas s'il y a des Roumains ici, c'est le paradis du banquier, vous avez accès à tout. Vous avez accès aux fichiers des impôts, vous avez accès aux fichiers positifs que les banques françaises n'ont pas rendu possible. Et bien, on a accès à tout, et malgré tout, pour accorder un moyen de paiement,
la donnée qu'on va regarder, ça va être la donnée telco. En fonction de la manière dont la personne utilise son téléphone, on saura si c'est quelqu'un à qui on peut avoir confiance ou pas pour lui donner un moyen de paiement. Donc voilà, c'est 2 exemples de comment est-ce que nous, un opérateur, on peut faire des paiements en utilisant nos atouts. Ça, c'est en Europe. Et puis en Afrique, on pourra en reparler, on fait des paiements, on a 60 millions d'utilisateurs, on fait des paiements sans compte, sans carte et même sans smartphone. Donc là, ce n'est pas du paiement augmenté, ce n'est pas du paiement diminué, mais on fait le job que les banques ne font pas en Afrique. Sur notamment le cashback, là, le mot que Cyril a lâché, Charles, vous créez justement ces programmes de cashback, fidélité, voilà, pour les banques. En quoi aujourd'hui, justement, c'est un enjeu pour les banques et fintech d'avoir ça et puis je vais vous embêter un peu, mais forcément, pourquoi ça ne prend pas tant que ça aussi en France comparé aux États-Unis Alors, bonjour, Charles de Gattine. Sur ce panel, il y a 3 émetteurs de moyens de paiement. Vous avez la banque traditionnelle qui existe depuis des dizaines d'années et qui fait un travail formidable. Vous avez Orange qui appartient à un telco, anciennement à Groupama avant, et qui fait également un travail formidable et qui émet un moyen de paiement. Et puis vous avez Lydia, que tout le monde connaît également, qui est partie du paiement entre amis et qui maintenant se rapproche de la super app bancaire et globale. Et alors, bien sûr, en plus de ça, vous avez, on en parlait avant, les GAFA, au travers de Google et d'Apple, qui se mettent à émettre au-dessus de la carte du mobile. La conséquence de tout ça, on le voit bien, c'est que finalement, il y a une pression de plus en plus importante dans le paiement, et les acteurs qui émettent du paiement ou qui sont au-dessus du paiement, lorsqu'il y a une pression qui est plus importante, eh bien, elles cherchent à faire quoi? Elles cherchent à créer de la valeur extrêmement tangible pour le consommateur. Et en l'occurrence, lorsque vous ramenez des euros dans le portefeuille des consommateurs extrêmement simplement avec des offres personnalisées, ce qui est notre métier, eh bien, vous créez une valeur extrêmement tangible. Alors ensuite, Charlie, vous avez dit, OK, ça n'a pas tellement pris, pourquoi ça prend maintenant? Eh bien, la réponse est assez simple. En fait, ceux qui payent, ce sont les retailers. Et les retailers, ils sont comme tout le monde ici, ce qu'ils veulent, c'est de l'incrément. Acquisition, augmentation du panier moyen, augmentation de la fréquentation. Et dans un monde où nous, on processe aujourd'hui un certain nombre de millions de consommateurs, dans un monde où effectivement les volumes vont aller croissant, eh bien, pour être en capacité d'apporter de l'incrément, il faut analyser la donnée bancaire. À quoi ça sert d'analyser la donnée bancaire? Ce qui est le cœur de notre métier, ça sert à créer des bons ciblages, une bonne animation, à créer des rapports de campagne, à faire des groupes de contrôle, et ainsi de suite. Conclusion de l'histoire, pourquoi maintenant et moins avant? Parce que la donnée bancaire est en train de s'ouvrir à cause des histoires de pression, mais également parce que la DSP2 enjoint les banques à ouvrir de plus en plus la donnée. Merci Charles. Peut-être une réaction, Claire, puisque vous, Société Générale d'ailleurs, un programme comme ça de cashback. Est-ce que déjà vous avez un retour, puisque ça a été lancé il y a quand même un petit moment? Oui, alors on peut observer qu'on a différents... si on regarde le marché, il y a différents types de programmes de cashback. Évidemment, chez Société Générale, dans la banque de réseau en France, on a un cashback plutôt traditionnel, qu'on va décrire, comme l'a décrit Charles, plutôt traditionnel. Donc il y a un système de points dans lequel effectivement la personne va pouvoir récupérer un certain nombre d'euros, mais il faut le souscrire. Et après, il faut passer à travers la demande pour finalement bénéficier de ces euros. On voit différents types de programmes de cashback sur le marché qui sont en train de se développer et finalement également ce qu'on appelle du micro-cashback. Donc moi, quand je travaillais au Royaume-Uni, on avait déployé un programme avec Cardlytics qui lui avait un cashback complètement intégré. C'est-à-dire qu'il suffisait juste de souscrire à l'offre et dès que je payais, en fait, si j'étais dans une de ces enseignes, directement le cashback se faisait. Donc en fait, c'était beaucoup plus automatique, mais effectivement avec un niveau d'infrastructure, comme tu le mentionnes, qui est beaucoup plus intégré. Au sein de Boursorama aujourd'hui, on a lancé un programme qui s'appelle The Corner, qui elle est une plateforme qui va utiliser les données de paiement en toute confidentialité et respect de GDPR pour proposer des offres qui sont beaucoup plus pertinentes aux clients. Et du coup, là, effectivement, il y a un système de rémunération. Donc là, on est quasiment dans un système de marketplace, en fait. Donc on voit une évolution du cashback par rapport à ça. Et dans les produits qu'on distribue à travers Trésor, là, on voit quasiment du micro-cashback arriver. Donc c'est des toutes petites rémunérations sur de la localisation. Donc finalement, c'est quelque chose qui évolue assez fortement en termes de produits technologiques. Il y a des acteurs tels que Mastercard qui en proposent ou Visa, mais également des acteurs traditionnels. Et puis, comme je le mentionnais, en fait, je pense que ça va évoluer fortement par rapport aux usages clients et demandes clients. Et c'est ce que tu dis. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même une très forte digitalisation, notamment post-Covid et d'augmentation du e-commerce, une finance intégrée qui se matérialise. Et donc, tous ces mouvements de fonds sont en train de converger vers des nouvelles offres produits pour les clients.
Je vous laisse la parole encore, Claire, parce que vous avez mentionné Trésor, qui est donc une fintech que Société Générale a rachetée il y a quand même presque 2 ans de mémoire, qui permet de générer notamment des cartes, des IBAN. En quoi justement le fait d'avoir fait cette acquisition, ça vous permet voilà, justement d'augmenter ce fameux paiement? Oui, alors on a acheté Trésor il y a 3 ans maintenant. Et Trésor a fêté ses 5 ans la semaine dernière en tant que fintech. Et maintenant, c'est plus une start-up, c'est une belle PME qui se développe. Effectivement, au cœur du métier de Trésor, il y a 3 types de produits. Un métier qui est le Bank Hub, donc la banque in a box, donc on white label. Donc il y a des usages de paiement augmenté qui sont présents. Il y a le Card Hub et le Pay Hub. Donc le Pay Hub, c'est plus sur la fourniture de paiement de transactions sur les sites e-commerce. Le Card Hub, lui, va avoir de l'émission. Certaines des cartes sont émises pour Lydia, ont été émises pour Ponto, pour Shine, qu'on a racheté également, qui est une des startups de Société Générale. Et clairement, ce qu'on voit dans les clients de Trésor, il y en a à peu près 80 dans plus de 4 pays européens et on continue à développer, c'est plein d'usages autour du paiement augmenté, de la carte virtuelle. Donc, il y a de la carte physique, mais ça représente finalement qu'une partie du stock. On voit de plus en plus de virtualisation des paiements qui se fait. Et plein d'usages différents qui sont en train de se passer, notamment chez les jeunes, où il y a de l'intégration entre le compte en banque, le WhatsApp. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette néobanque qui s'appelle Zelf. Alors, je ne sais pas si on a le droit d'utiliser le mot néobanque. On n'a plus le droit maintenant. Donc voilà, mais on voit Zelf qui est très intégré avec du WhatsApp, donc qui va créer des parcours clients assez spécifiques, où il y a tout un mix qui peut être fait entre de l'échange, qui révolutionnise complètement ce qu'on appelle Paylib, enfin quelque part qui est vraiment différent. On a des usages de paiement qui se passent par exemple dans la recharge de son véhicule électrique, et du coup qui va permettre d'avoir à ce moment-là différents types de services qui peut être, est-ce que vous voulez en même temps consulter telle demande pour votre véhicule ou avoir des offres mobilité. Donc voilà, moi je pense qu'on est vraiment au démarrage. Enfin, on voit dans nos 80 clients, je pense que sur le paiement, il doit y avoir plus de 50 cas d'usage qui sont déclinés là-dessus. Et ce qui va être intéressant, c'est lesquels finalement se matérialisent. Vont rester, ouais, effectivement. Et est-ce que d'ailleurs, la carte, on est obligé forcément d'en parler, on l'utilise au quotidien. Est-ce que d'après vous, alors, est-ce que vous parliez effectivement des cartes virtuelles qu'on voit chez beaucoup d'acteurs maintenant, est-ce que cette carte, elle va toujours avoir sa place au final dans cette nouvelle ère du paiement qui s'ouvre, on va dire, ou alors, voilà, où est-ce qu'elle va disparaître, Cyril? Je vais mettre mon chapeau de Nostradamus. Oui. Pour vous faire des prédictions extraordinaires que personne n'a jamais entendues. C'est ça d'être innovant, il faut toujours de la nouveauté. La carte plastique va probablement disparaître. Je sais que pour certains d'entre vous, ça va être un moment difficile. Mais les plus jeunes, surtout, ça va être dur parce que vous êtes accrochés à ce truc-là, mais non, ça va disparaître. Voilà. Je vous l'annonce officiellement, vous pouvez l'écrire. Dans les échos, la carte plastique va disparaître. Non, ce qui est intéressant, c'est on a toujours cette grande théorie, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y a des choses qui évoluent, du grand remplacement. Ça va tuer ça. Bon, en fait, à part les dinosaures, je crois que personne n'a jamais été remplacé. Les dinosaures, c'est vraiment pas de la compétition, quoi. Ils ont eu un coup de malchance. Et donc, personne va tuer Visa ou Mastercard. Littéralement personne. Et ce qui a été créé par Visa et Mastercard est bien plus qu'une carte plastique. C'est avant tout un réseau d'acceptation, et on voit bien que c'est ça le plus important. Un réseau d'acceptation, c'est pas simplement des points d'acceptation, c'est aussi des règles d'acceptation. Qu'est-ce qui se passe quand il y a du conflit entre celui qui a payé et celui qui n'a pas payé? Qu'est-ce qui se passe quand je me suis fait voler mon moyen de paiement? Qu'est-ce qui se passe dans tous ces cas? Et finalement, le fait qu'il y ait des initiatives comme le pays, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on va recréer des réseaux de confiance, des réseaux organisés. Si en plus c'est dans un cadre de souveraineté européenne, j'ai envie de dire, c'est magnifique, tant mieux, on est vraiment très contents. Mais donc ces réseaux-là vont évidemment persister. Les outils qu'on va utiliser pour les emprunter vont évoluer. La carte virtuelle, c'en est un, mais peut-être que demain, il n'y aura même plus de carte du tout, puisque finalement, ce qui est intéressant, c'est juste le fait de pouvoir transférer l'argent dans un environnement qui est sécurisé et efficace. La matérialisation... Bon, en vrai, je ne sais même pas comment on est arrivé à parler de ça en dehors des monéticiens, quoi. Et même dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de monéticiens. Donc voilà, pour répondre à la question, la carte plastique,
Merci. Paul, peut-être vous avez vous aussi un avis aussi tranché que Cyril. Alors, c'est pas qu'elle va disparaître, c'est qu'il y a des endroits où elle n'existe pas, où elle n'existera pas. Je reprends mon exemple africain. En Orange, en Afrique, Orange est présent et on a 60 millions d'utilisateurs d'Orange Money. Et vous avez à peu près 1 milliard d'euros qui transactent chaque semaine. Donc au total, 60-70 milliards d'euros qui transactent chaque année. Et quand vous êtes africain, que vous utilisez Orange Money ou les schemes de nos concurrents, de MTN, d'Airtel, que vous fassiez un paiement commerçant, un virement d'argent P2P, que vous payez l'administration, que vous payez l'école de vos enfants, vous utilisez un vecteur qui s'appelle Orange Money, qui s'appelle MTN Money, qui s'appelle Airtel Money. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de compte, vous n'en avez pas besoin. Et ce qui est très intéressant, c'est que, au fond, en Afrique, peu importe l'usage, peu importe que ce soit du paiement commerçant, peu importe que ce soit de l'argent que je verse à quelqu'un, les gens ne font pas la différence. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que là est en train de naître un moyen de paiement universel qui est agnostique par rapport à l'usage et qui regarde juste, au fond, quel support, enfin, qui utilise juste un support téléphonique. C'est pour ça que nous, on est en train de faire un partenariat avec nos concurrents et néanmoins amis opérateurs télécoms pour rendre interopérables nos moyens de paiement qui se passent de la carte. Alors, la carte n'existe pas, elle n'existera probablement pas en Afrique parce qu'on n'en a pas besoin. En Europe, elle existe, il y a un support, je suis assez d'accord avec ce que dit Cyril. La carte, si elle demeure en Europe, deviendra juste l'incarnation physique d'un moyen de paiement qui est sur le téléphone. S'il y en a qui veulent avoir ce moyen de paiement physique, ça les rassure, mais au fond, la carte, elle sera dans le téléphone. Elle aura de plus en plus d'usages consuméristes, autour du crédit, autour du cashback, mais la carte, ça sera juste un support de quelque chose qui est depuis longtemps détaché du moyen de paiement physique. Et Charles, pour vous, ça rend un impact ou pas dans les deux cas, que ça reste pas? Parce que est-ce que vous vous connectez en fait vous aux données de la carte bancaire, ou alors vous allez peu à peu vous connecter de plus en plus au compte en fait? Alors, d'abord, je souscris parfaitement à tout ce qui vient d'être dit. Et du coup, on l'avait anticipé un peu. Et en fait, on a créé une technologie qui s'appelle l'Account Linked Offer. Et quand on travaille avec des banques ou des fintechs, on récupère l'ensemble des flux entrants et des flux sortants. Donc finalement, on est assez agnostique du moyen de paiement, en prévision évidemment de moyens de paiement qui vont évoluer. Ok. Et quid de la sécurité, j'ai envie de dire? Est-ce que, est-ce que ça va être de moins en moins un sujet, ou alors est-ce que ça va être une histoire sans fin, en fait? Claire. Je pense que, comme l'a dit Cyril, il n'y a pas de paiement s'il n'y a pas de sécurité. C'est la base vraiment de toute l'infrastructure de paiement, être capable de déplacer de l'argent d'un point A à un point B de façon sécure et être capable de tracer d'où provient cet argent et la direction dans laquelle il va. Pour nous, il y a ce qu'on voit de plus en plus dans ces infrastructures de sécurité, c'est l'usage avancé maintenant de l'IA et du prédictif qui se passe. Donc ça fait déjà quelques années maintenant qu'on utilise du prédictif sur la gestion de la fraude, notamment en France. Alors en Russie, il y a encore des modèles différents parce qu'ils n'ont pas GDPR, donc en fait c'est possible de beaucoup plus agréger même des données externes pour regarder comment ça se passe. Et je pense qu'aujourd'hui, au sein de toutes les directions, risque, conformité, en tout cas au sein du groupe Société Générale, la donnée, l'utilisation de la donnée, à la fois la traçabilité, la fiabilité à travers des plateformes low-code, no-code, à travers tous les systèmes qui sont afférents et l'usage du prédictif, est vraiment au cœur des stratégies de nos dirigeants, et notamment dans un objectif de fiabiliser et sécuriser l'intégralité du paiement dans une infrastructure qui est en train de se digitaliser de plus en plus. On va en parler, je pense, à la fin, mais aussi toutes les CBDC. Donc nous, on a un modèle qui s'appelle Forge, qui a matérialisé la CBDC Wholesale, dont l'offre va était en expérimentation avec la Banque de France qui a créé cette CBDC Wholesale de façon temporaire, mais maintenant l'offre va vraiment être matérialisée et publique dès la fin de l'année, et c'est un premier pas vers des cas d'usage qui vont aller vers la digitalisation de plus en plus profonde de l'entièreté de l'infrastructure de paiement et de la tokenisation des assets financiers. Et Cyril, pour vous, là, chez Lydia, ça représente quoi d'ailleurs, un budget sécurité? C'est quoi? Nous, on ne veut pas de sécurité. Non, la sécurité, c'est pas, on regarde jamais en termes de budget, puisque la réalité, c'est que c'est un cadre, c'est comme la réglementation, on peut pas faire en dehors. Donc en vérité, on construit à l'intérieur, et le plus haut niveau de sécurité est le prérequis minimum. Pourquoi?
ça fait 10 ans qu'on construit Lydia. On a la chance d'avoir maintenant 5,5 millions d'utilisateurs qui sont assez contents, qui en ont fait un nom commun, pour dire P2P en français. Ça veut dire que c'est énormément de sueur, de larmes, de sang, pour paraphraser Winston, pour gagner cette confiance de ces personnes-là. Mais on sait aussi que c'est extrêmement rapide de perdre cette confiance. Et donc le niveau maximum de sécurité est le prérequis minimum. Ce qui est intéressant néanmoins avec la sécurité, c'est que la sécurité, c'est un mythe. Il y a des aspects techniques, mais il y a des aspects qui sont beaucoup d'aspects psychologiques. Par exemple, quand on a lancé Lydia, il n'y avait pas d'utilisateurs. Enfin, Antoine et moi, on était 2. Après, il y a eu ma mère, on était 3. Bon, voilà, ça s'est agrandi comme ça. Maintenant, c'est un petit peu plus chaque jour. Et la première question qu'on nous posait, c'était « mais est-ce que c'est sécurisé ?» Et bien sûr, aucune des personnes qui posaient cette question voulait s'asseoir une demi-heure avec moi pour discuter de sécurité des moyens de paiement ou de sécurité informatique. D'abord parce qu'ils n'y connaissaient rien et en plus ils s'en foutaient. Comment on s'est rendu compte de ça? Quand on a fait nos premiers flyers pour aller distribuer au Nouma Café, je ne sais pas si vous vous souvenez, au lieu de la vie numérique parisienne, où les 2 seuls moyens de paiement acceptés étaient le cash et Lydia, ce qui nous a bien aidé. Je voulais écrire validé par la Banque de France, ou un truc sous supervision, un truc qui rassurait vraiment le niveau maximum de réassurance. Et il y avait quelqu'un chez nous qui n'avait pas du tout ce job-là, et pas du tout dans le marketing, qui s'occupait du service client, et qui m'a dit, et qui est encore là, il m'a dit, mais tu veux pas qu'on fasse de l'A/B testing? Et j'ai dit, tu veux qu'on A/B teste avec quoi, la Banque d'Angleterre? Okay, on ne veut pas A/B tester ça. Il me dit, non, tu veux pas qu'on fasse de l'A/B testing avec vue à la télé? Vue à la télé, en termes de sécurité des moyens de paiement, vous conviendrez avec moi que vue à la télé, il y a toutes les escroqueries du monde, elles passent à la télé. Donc je ne sais pas si en quoi vue à la télé rassure sur la sécurité des moyens de paiement qui n'existent pas, mais admettons. On a fait bien sûr, j'ai dit oui, parce qu'il faut être ouvert. Hein. On a fait un groupe vue à la télé et un groupe validé, autorisé, supervisé par la Banque de France. Je ne sais plus quelle était la formulation. C'était 4 fois plus qui était rassuré par vue à la télé. Comme on voulait pousser l'exercice un peu plus loin, là, ça devenait de la sociologie, c'était plus du marketing. On a dit, est-ce que si on rajoute les logos des chaînes de télé où on est effectivement passé, mais des fois on est passé un quart de seconde dans le fond, machin, donc on a mis M6, France 3 et je sais plus quoi. Et là, c'était 7 fois plus que supervisé par la Banque de France, où les gens n'ont vraiment pas confiance dans la Banque centrale, je ne crois pas que c'est le cas. Ou alors la sécurité, ça peut être aussi quelque chose de très psychologique, ça veut dire juste, dis-moi que je ne suis pas tout seul à accepter cette innovation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est la conduite du changement, c'est l'accompagnement des utilisateurs, l'accompagnement des consommateurs. Parce que si on ne fait pas ça, on peut introduire le maximum de sécurité informatique, tout ce qu'on veut dedans, il y aura toujours cette défiance, parce que c'est nouveau, et ce qu'on manipule sur nos serveurs, oui, c'est 2 €, mais d'abord et avant tout, il ne faut jamais l'oublier, c'est la confiance. Merci. Peut-être Paul ou Charles voulez réagir, alors peut-être pas à tout ce que Cyril a dit. Mais... Ce serait compliqué. Non. Donc nous, nous, ce niveau de confiance, il n'est pas entre le porteur de la carte et l'émetteur de la carte. Il est entre l'émetteur de la carte et Pélide. Et cette confiance-là, elle est absolument clé. Ça marche mieux. Et cette confiance, c'est le cœur de notre métier. Si on n'a pas cette confiance au niveau de nos partenaires, ils ne bossent pas avec nous. Donc nous, effectivement, on s'est donné toujours beaucoup de mal et on a beaucoup investi. Alors, je n'ai pas le montant, désolé, mais on a toujours beaucoup investi dans cette sécurité. On est très audité par l'ensemble de nos partenaires. Mais il y a un effet dont parle Cyril qui est vrai aussi en B2B, c'est qu'il y a un effet moutonnier, même pour les banques et les partenaires bancaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à attirer 1, 2 banques, 3 banques, des fintechs, finalement, celles qui arrivent après commencent à regarder un petit peu moins. Donc oui, c'est très important, c'est le cœur de notre métier, on y investit, mais cet effet vu à la télé, vu dans les autres banques, est également vrai pour mon métier. Non, je suis d'accord. Alors nous, on est vu à la télé, mais ce qui est intéressant, c'est que chez nous, en tout cas en France, les 2 tiers de nos clients, ils viennent des boutiques Orange. Et la sociologie des clients qu'on récupère dans les boutiques Orange est très différente de la sociologie des clients qu'on récupère sur Internet. Et effectivement, les clients qui viennent par la boutique Orange,
ils ont besoin qu'un conseiller Orange leur dise « mais oui, c'est sûr, c'est proposé par Orange, c'est comme votre box, c'est comme votre téléphone », et probablement qu'on les aide à franchir le pas d'aller vers la banque digitale qu'ils n'auraient pas franchi naturellement, parce que c'est une sociologie de clients qui sont un peu moins jeunes, un peu moins urbains, un peu moins fortunés que les clients qu'on récupère sur Internet. Donc cette réassurance, elle est importante. Après, sur la sécurité, pour moi, c'est une never-ending story. Je pense qu'on a tous vu pendant les confinements les sujets de fraude et les sujets de phishing se développer de façon exponentielle. C'est en permanence une course avec les fraudeurs pour être à un niveau de technologie plus sécurisé que ce qu'ils arrivent à craquer. Et donc je pense qu'on n'en a pas fini avec ces sujets de sécurité, effectivement. Juste un petit point rapidement. Il faut savoir qu'on vit, nous aussi, dans un mythe de la sécurité. Aujourd'hui, le moyen de paiement le plus sécurisé qu'on a sur nous, c'est une carte qui est protégée par un code à 4 chiffres. Et on a l'impression que c'est le top de la sécurité mondiale. Bon, honnêtement, s'il y a des gens qui font un peu de sécurité informatique ou quoi, qui s'y connaissent un tout petit peu, vous comprendrez qu'un code à 4 chiffres, c'est quand même pas dingue. Et en plus, ce qui a été fait pour un usage, qui est l'usage chip and pin, donc monde physique, et qu'on va utiliser maintenant dans des environnements où on n'a plus cette sécurité-là, donc même le code à 4 chiffres, il a disparu. Et donc on est quand même tous en train de dire c'est génial ce qui s'est passé pendant le confinement. On a augmenté le plafond du sans contact sur la carte, genre vraiment ouf, on a enlevé toutes les sécurités, on est vraiment trop content. Bon, voilà quoi. Peut-être qu'on pourrait penser que quand on paye avec son mobile sans contact, on a toute la sécurité qui est une sécurité biométrique qui est largement au-dessus de la sécurité par code à 4 chiffres. Ne parlons pas de sécurité du tout de la carte plastique. Donc il faudrait aussi que les acteurs de ce monde-là fassent l'éducation, fassent la promotion de la sécurité, au lieu de souvent se congratuler d'avoir augmenté le plafond d'un moyen de paiement sans aucune sécurité. On commence quand même à avoir certaines cartes biométriques qui arrivent tranquillement sur le marché. Si on en est là, ajouter la biométrie à la carte plastique. Voilà. Merci Cyril. Bon, je voulais quand même évoquer un petit point sur les cryptos. Et oui, les crypto-monnaies, crypto-actifs, ça dépend comment on les appelle. Est-ce que, parce que forcément, on en parle quand même de plus en plus, est-ce qu'aujourd'hui, les cryptos et le paiement sont compatibles? Est-ce que c'est un modèle qu'on pourrait pouvoir voir ou pas dans le futur? Alors Claire, je me tourne vers vous parce que Société Générale fait partie quand même des groupes français à avoir bien fouillé ces aspects. Donc vous, quelle est un petit peu votre vision là-dessus? Oui, tout à fait. Nous, on pense qu'effectivement, de toute façon, la CDBC, donc la création d'un euro numérique pour le particulier, a été annoncée par la Banque de France à 2025, d'un point de vue de l'ambition. Donc nous, on a rapidement mobilisé, comme je mentionnais, on avait effectivement les équipes de Forge qui regardaient plutôt cet euro numérique, mais d'un point de vue des titres numériques et des échanges de titres numériques dans des émissions et dans des échanges plutôt dans la banque commerciale, avec potentiellement des cas d'usage sur le paiement, mais entre corporate finalement. Et l'année dernière, on a pris la décision de mobiliser une équipe qui s'occupe uniquement des stablecoins, qui est sous la supervision de SG Venture. Crypto-monnaies stables. Exactement, des crypto-monnaies stables. Et on l'a fait notamment suite à une conversation avec Casino, qui a créé le premier stablecoin français, que nous, on a accompagné puisqu'on fournit les comptes de consommement au sein du groupe Société Générale. Et quand on a parlé avec Casino, on voyait bien qu'il y avait plein de cas d'usage justement de paiement augmenté. Donc eux, leur cas d'usage de base, c'est d'échanger des points de fidélité entre Monoprix et Franprix. Mais on peut bien voir qu'à terme, en fait, ils vont bénéficier de toute une infrastructure dans laquelle en fait, ils auront zéro fees et puis pourront maîtriser complètement cela, développer de plus en plus d'univers de données autour du paiement et donc effectivement créer de la valeur sur d'autres zones. Quand on a parlé à Casino, on leur a dit vous n'allez quand même pas développer TAS tout seul, en fait, ça ressemble quand même à de l'activité d'infrastructure de banquier qu'on offre par ailleurs dans les services classiques. Donc c'est une discussion active et on a vu plusieurs autres retailers qui s'intéressent à ces sujets. Et je pense qu'on n'est pas les seuls, parce que vous avez peut-être vu que Stripe a annoncé hier la mobilisation de son équipe Crypto Asset. PayPal l'a fait dans la foulée. Donc on arrive clairement sur un marché où il y a des moyens conséquents
qui sont mis à disposition, et vraiment pas que sur des cryptos type Bitcoin. Je pense que oui, il y a des conversations avec les exchanges, les Bitcoins. Donc nous, on ne fait pas de Bitcoin à la Société Générale. Pas de grosses news aujourd'hui. Pas de grosses news aujourd'hui, Charlie. Mais par contre, voilà, on est assez persuadé que le stablecoin, lui, va développer tous ces paiements augmentés. Et je dirais même que, à mon avis, la seule façon en Europe que le stablecoin fonctionne, c'est qu'il développe du paiement augmenté, parce que sinon, on va se retrouver juste comme on est sur des marchés très matures. On a également des banques en Afrique. En fait, il y a peu de raisons pour lesquelles on va vouloir, nous, particuliers, aller vers de l'euro numérique, parce qu'on va juste se retrouver, comme disait Cyril, sur des usages assez classiques. Donc pour moi, il va falloir vraiment pousser la disruption de ce côté-là. Sur les cryptos, peut-être Paul, justement, parce qu'en Afrique, quand on regarde vraiment l'utilisation des crypto-monnaies, parce qu'on parle beaucoup de l'Asie, mais c'est des gens qui font du trading, et un des premiers pays qui arrive en termes d'utilisation de paiement en crypto, c'est quand même le Nigeria. C'est sûr, au Nigeria, ils sont très avancés là-dessus. Alors, sur les cryptos en Afrique, nous, on avait été chez Orange approchés par Libra pour adhérer à Libra. Alors Libra, c'est super, parce que Libra, ça permet à tous ces malheureux pays africains qui ont une politique monétaire indépendante de bénéficier de la politique monétaire du dollar. Donc c'est absolument génial si on veut déposséder tout un pays de leur politique monétaire, de leur indépendance, et puis inonder le marché de quelque chose qui réplique le dollar. Donc assez étonnamment, on a dit non à Libra. Ils étaient assez surpris, mais moi je pense qu'il faut, oui, développer des stablecoins. En revanche, il faut maintenir les politiques monétaires des pays, parce que dès lors qu'on est, mais je rejoins ce qu'a dit Claire, sur des crypto-devises qui ne sont pas assis sur un actif réel, c'est extrêmement dangereux. Non seulement c'est créateur de bulles, ça dépossède les pays de leur politique monétaire, c'est, je pense, quelque chose d'extrêmement dangereux. Après, les stablecoins, c'est oui, très bien, c'est intéressant. Ça pose à terme un sujet de stabilité financière quand même, parce que si on va de plus en plus vers l'émission d'un euro, d'un e-euro, d'un euro crypto, on n'a plus besoin de banque, parce que l'argent, à ce moment-là, il n'a pas besoin de les déposer dans une banque, puisque la sécurité du moyen de paiement, elle est garantie par la blockchain, par la diffusion sur un grand nombre d'infrastructures de la devise. Si les banques n'ont plus de dépôts, ce n'est pas très grave, on peut s'en passer, mais elles ont du mal à faire du crédit. Et donc, derrière, je pense, le sujet du stablecoin européen ou de n'importe quel pays, se pose la question du rôle de la banque en tant qu'intermédiaire capable de transformer des dépôts en crédit. Et ce sujet, il est, à mon avis, encore relativement ouvert. Et vous, c'est un sujet, Cyril, chez vous, les cryptos, comment est-ce que vous regardez ça? Puisqu'en plus, vous avez quand même une base d'utilisateurs qui est assez jeune. Donc, En effet, oui, bien sûr, on regarde ça avec attention. Alors, dans un premier temps, on regarde de manière intellectuelle le paiement, mais on regarde de manière active l'activité d'investissement, puisque c'est un des grands thèmes pour nous en 2021, qu'on avait annoncé qu'on allait traiter. Ça, on va l'annoncer dans quelques semaines, une activité de trading assez large, multi-actif, et pas simplement de la crypto. Parce que quand on fait un truc, on va essayer de le faire bien et de le faire à fond. Mais oui, c'est deux choses qu'il faut bien séparer. Et même, il y a trois choses en vérité. On mélange souvent crypto, blockchain, c'est déjà tout ça des buzzwords, on les met dans un grand shaker, on secoue bien, et puis ça fait la soirée, quoi. Ça dépend de la clientèle qu'on a pour le dîner en ville, mais bon, des fois ça marche. Il y a des sujets dont on ne devrait pas parler. La blockchain, pour ceux qui veulent faire le prochain dîner en ville, vous avez déjà parlé de blockchain, crypto, tout mélangé, dites que la blockchain, c'est pas un sujet pour les dîners en ville. La blockchain, c'est un sujet de schéma de base de données. Distributed Ledger. Je ne sais pas combien il y a d'administrateurs base de données dans la salle, mais à mon avis, pas beaucoup. Et des gens qui sont capables de comparer les différents schémas de base de données, les uns par rapport aux autres, par rapport au cas d'usage, je pense qu'on en réduit encore la quantité ici. Et donc, pourtant, tout le monde a déjà parlé de blockchain dans sa vie. Donc, ça veut dire, grosso modo, qu'on parle assez facilement de sujets qu'on ne connaît pas très bien, quoi. Et donc, ça, il vaut mieux laisser les discussions de schémas de base de données aux spécialistes des bases de données. Et par contre, on peut discuter ensuite de qu'est-ce qu'on peut mettre comme actif dessus. Enfin, voilà. Mais franchement, discuter de blockchain ou de pas blockchain ou de quel ledger on va utiliser, c'est bien de le laisser aux spécialistes des bases de données. Par contre, oui, une monnaie basée sur un schéma distribué avec évidemment les conséquences que ça peut avoir à la fois pour les États, leur politique monétaire, à la fois pour les établissements bancaires, à la fois pour les consommateurs aussi. C'est un sujet qui est très intéressant, qui est philosophique, profondément. Et le trading, c'est de la spéculation. Franchement, parier sur du jus d'orange ou du Dogecoin,
sur du futur de jus d'orange ou du Dogecoin, c'est pas plus idiot l'un que l'autre, quoi. C'est juste un actif de spéculation, quoi. Voilà. Merci. Pour terminer, mis à part sur les cryptos, c'est quoi un petit peu là, vous, les innovations, en tout cas, ou peut-être les sujets voilà, sur lesquels vous travaillez en ce moment, toujours hein, évidemment dans le paiement. Peut-être Charles. Donc nous, ce qui a été très compliqué dans notre métier, on existe depuis plus de 4 ans maintenant, c'était de se brancher à un certain nombre de banques. On en a parlé, les cycles de vente sont longs, les systèmes d'information sont parfois compliqués, même s'ils sont de moins en moins. Et aujourd'hui, quand on regarde, on commence à être branché à un certain nombre de fintech, de néobanques, de banques et de grandes banques. Et du coup, en fait, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que notre plus gros asset, c'est notre capacité à être branché à ces banques. Et probablement que l'innovation pour nous va être de plus en plus maintenant de se brancher aux commerçants pour être en capacité d'aller apporter toujours plus de services et de valeur aux clients des banques. Donc j'ai évidemment une roadmap très précise des innovations qu'on va faire sur les 18-20 mois, mais en gros, voilà, on s'est beaucoup branché aux banques. Maintenant, on va commencer à se brancher aux retailers. Ça va prendre un petit peu de temps. Et je pense que du coup, on agira en véritable place de marché entre la banque de détail et puis les retailers. Paul, vous, j'imagine, en plus, vous avez 50 000 projets dans les cartons entre déjà ce qui se passe en France. Vous êtes en plus aussi en Espagne et puis effectivement en Afrique. Voilà, quels sont un peu vos différents sujets là. Alors, on essaie de ne pas en avoir trop, parce que quand on en a trop, on les fait mal en général. Donc on essaie de les limiter. En Afrique, ce qu'on vient de lancer, il y a déjà quelques mois, c'est une banque pour aller au-delà du paiement, pour aller sur le crédit. Et là aussi, de même qu'on permet à des gens de faire du paiement alors qu'ils n'ont pas de compte bancaire et pas de carte, on propose de faire du crédit à des gens qui n'ont pas de compte, en général pas de job salarié, pas de fiche de paie, parfois pas d'adresse, tout à fait en lien avec le paiement. C'est-à-dire que vous les payez avec Orange Money, on vous propose de faire un crédit qui est en moyenne de 50 à 60 euros sur un mois. Et ça a démarré incroyablement rapidement, parce qu'on en a fait plus de 100 000 par mois depuis le lancement. Donc on veut poursuivre ce lien crédit-paiement sur le continent africain en s'adressant aux 80% de banquiers, de clients auxquels les banques ne parlent pas, puisque les banques en Afrique restent sur une frange assez étroite de la population. Et en Europe, France-Espagne, on vise à creuser tout ce qui est lié au monde du paiement au sein de la famille. Comment, et c'est très intéressant, on a mis des capteurs sur des familles, hein, on a pris une vingtaine de familles, on a regardé comment ils agissaient, comment circule l'argent dans la famille, comment vous vous envoyez de l'argent, comment les parents contrôlent les enfants, comment les enfants demandent de l'argent aux parents, voilà, tous ces flux au sein de la famille. On a lancé notre PAC lié à la famille il y a 1 an, on est en train de l'enrichir pour voir comment il y a un besoin d'argent hein, dans la famille, mais comment ce besoin il s'exprime et comment nous on peut servir ce besoin de même qu'on sert dans les télécoms. Merci. Claire et Cyril, peut-être un dernier petit mot. J'ai envie de dire que quelque part, je pense qu'on est moins dans la dynamique d'innovation de nouvelles choses et plus dans maintenant la mise à l'échelle des innovations qui ont été faites. Et on en a parlé, donc il y a tout ce qui touche autour de la donnée et du paiement. Mais également, on arrive à une vraie maturité sur les sujets. Alors, l'open banking a battu son plein, hein, mais nous, ça fait depuis 2017 qu'on fait de l'open banking chez Société Générale. Tout le monde n'y croit pas, apparemment. Mais on a finalisé légèrement nos stratégies banque as a service. Et clairement, ce qu'on voit, c'est un petit peu ce que Paul mentionne. On voit quand même de plus en plus de rapprochement entre les moments de paiement et le crédit. Et donc, c'est tous les modèles qu'on peut voir sur le marché arrivé avec le BNPL, le RBF, tout ce qui est aussi la capacité, comme je mentionnais, d'avoir du microcrédit qui se rapproche en fait quelque part de ces moments de paiement que je suis sûre que tu peux mentionner chez Lydia. Et toute la partie, comme je le mentionnais, des stablecoins. Donc nous, quelque part, on a un peu le landscape qui est ici. Et maintenant, c'est plus vraiment la mise à l'échelle, le passage à l'échelle des cas d'usage et la validité des business models qu'on recherche, plutôt qu'une dynamique d'innovation, de créer à nouveau des nouvelles choses. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses. Ouais. Ok, bah écoutez, c'est super. Bon, Cyril, on a évoqué pas mal vos projets. Est-ce que le temps tourne, malheureusement? Merci beaucoup à vous 4 pour ces discussions.